Enregistré, Rick? Oui, c'est parti. C'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire en compagnie de Catherine Caron. Je vous la présente. Donc, elle est agente principale de campagne chez Oxfam Québec, où elle travaille depuis 2013. Elle a des années d'expérience en éducation et mobilisation citoyenne, particulièrement chez les 12-35 ans. Elle a enseigné au certificat en coopération internationale de l'Université de Montréal et a aussi été volontaire au Mali avec le Carrefour de solidarité internationale. Dans l'après-COVID, elle a visité ou vécu dans plus de 20 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Donc, c'est une citoyenne du monde, on pourrait dire. Elle détient une maîtrise en gestion du développement international à la London School of Economics and Political Science. Elle est passionnée par la consommation locale et le commerce équitable, par la vulgarisation des enjeux complexes, mais aussi par les chocolatines et la couleur bleu marine. Donc, c'est ce qui la rend plus humaine. Alors, je suis bien intriguée par votre... J'ai oublié de me présenter. Je suis Brigitte Blais, membre du conseil d'administration de la Foire Écosphère. Votre conférence porte aujourd'hui sur le climat de justice, c'est-à-dire l'égalité entre les pays dans cette lutte contre le climat, je crois bien. Alors, c'est un sujet qui me passionne moi aussi, mais je suis loin d'avoir votre expérience. Alors, je suis bien curieuse de vous entendre. Je vous laisse la parole. Et puis, les gens à la maison, on pourrait dire que vous pouvez cliquer sur la petite conversation dans la barre du bas pour écrire vos questions. Et Madame Caron, est-ce que vous préférez y répondre au fur et à mesure ou à la fin aux questions? Peut-être à la fin, parce qu'en fait, moi, je ne vois que mes diapositives, puis ça va être plus facile pour la gestion du temps aussi. D'accord. Donc, vous pouvez rédiger vos questions dans la conversation et moi, je vais transmettre les questions à la fin à Mme Caron et elle pourra y répondre. Alors, c'est un départ. Merci beaucoup. Mon Dieu, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, je suis en charge des campagnes d'éducation du public chez Oxfam Québec. Je vais essayer de faire ça le plus convivial possible, même si moi, en fait, en ce moment, je ne vois que mon écran, je ne vois personne. C'est difficile pour moi qui est en mobilisation citoyenne d'habitude, qui est habituée de faire du face-à-face, d'interagir avec les gens. Là, je parle un bout de plastique, mais je sais que vous êtes là derrière, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à la fin. Donc, je me lance tout de suite. Les questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, tout d'abord, un peu de contexte, donc où on en est dans la situation de notre atmosphère en ce moment, du réchauffement climatique. Deuxièmement, donc, les inégalités des émissions de carbone. Donc, vraiment, c'est quoi le lien entre la richesse et la pollution? Pas seulement qui pollue, mais pour qui on pollue et pourquoi. Troisièmement, on va approfondir ensemble l'idée de justice climatique. De quoi on parle? C'est quoi le lien entre la lutte climatique et les autres luttes, comme par exemple les luttes féministes et antiracistes? Pourquoi c'est important de voir ce lien-là? Et finalement, on est Oxfam, donc c'est sûr qu'on va se garder un bon moment pour jaser solutions. Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire et qu'est-ce que vous et moi pouvons faire? Donc, tout d'abord, un brin de contexte. Comment ça va, notre atmosphère en 2020? Juste pour être sûr qu'on part tous sur un pied d'égalité, on part bien d'un réchauffement climatique. Ce réchauffement-là est causé par la hausse des niveaux de gaz à effet de serre, donc entre autres de CO2, de dioxyde de carbone. Une hausse, un réchauffement qui est principalement attribuable à l'activité humaine, comme par exemple quand on brûle des combustibles fossiles, le charbon, le gaz, pour produire de l'énergie. Il y a eu un constat en 2018 du GIEC. Donc, c'est quoi le GIEC? Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, qui est un groupe intergouvernemental, comme ça le dit, qui regroupe 195 États. Donc, ce comité de scientifiques, en 2018, a montré que pour avoir 66 de chances de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré de plus par rapport à l'ère industrielle, plus tard au cours du même siècle, il fallait diminuer de moitié nos émissions de carbone. Donc ça, c'est notre objectif.
Et pour répondre à la question, comment ça va notre atmosphère en 2020? La réponse courte, c'est qu'on n'est pas du tout en voie d'atteindre cet objectif-là. Hein. Euh, euh, Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, mais avec la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas comme une grosse diminution des gaz à effet de serre, de la pollution? Tu sais, il y a moins d'avions, on est tous en télétravail. Euh, En fait, c'est vrai qu'il y a une diminution des émissions de carbone, entre autres, qui a été observée dans les derniers mois. Mais même si on peut avoir vu une diminution par rapport au mois d'avant, les émissions cumulées, elles continuent d'augmenter. Là, vous vous dites peut-être, c'est quoi ça, les émissions cumulées, puis pourquoi c'est important? Euh, je, je me permets de faire une parenthèse sur les émissions cumulées parce que c'est vraiment, je trouve qu'on en parle peut-être pas assez dans les médias. L'accent est beaucoup mis sur les émissions annuelles. Les émissions cumulées, dans le fond, c'est le total d'émissions de carbone qui se retrouvent dans l'atmosphère. Donc oui, on en rajoute chaque année, mais ça reste dans l'atmosphère un bon bout de temps. C'est ça qui crée le problème. Donc, je vais reprendre la métaphore des briques de John Lang du Energy and Climate Intelligence Unit parce que je la trouve très simple et facile à comprendre. Imaginez-vous que chaque année, depuis la révolution industrielle, on ajoute une brique de carbone dans l'atmosphère et que chaque année, la brique qu'on rajoute à notre tas de briques est de plus en plus grosse. Vous voyez déjà à l'écran, c'est malheureusement à l'échelle la brique qu'on a rajoutée au 18e siècle, donc vous la voyez en bas de l'écran, et vous voyez proportionnellement la grosseur de la brique qu'on va avoir rajoutée à la fin de 2020. Donc oui, vous comparez bien un siècle d'émissions de carbone avec une seule année d'émissions de carbone. Donc, même si on rajoute une brique qui sera peut-être plus petite, celle de 2020 que celle de 2019, on rajoute quand même une brique. Donc, notre T grossit. Si je peux faire un parallèle avec la COVID, par exemple, s'il y a une semaine où on a un peu moins de décès liés à la COVID, le total de personnes décédées augmente quand même. Donc, personne n'est en train de célébrer normalement. La bonne nouvelle là-dedans, quoique la pandémie en soi n'est pas une bonne nouvelle, mais cherchons les bonnes nouvelles, c'est que c'est vraiment une occasion historique pour partir sur des nouvelles bases, pour créer une relance économique verte et juste. Puis je dirais qu'en ce moment, c'est même plus un choix, parce qu'à l'heure actuelle, le budget carbone mondial va être épuisé en 2030. Ce qui m'amène à expliquer un deuxième concept avant de plonger dans mon cœur du sujet, le budget carbone. C'est quoi ça, le budget carbone? Donc, si je vous pose une question, si je vous dis, savez-vous si vous pouvez vous payer une poutine ce midi ou si vous pouvez commander du resto demain soir? Probablement que vous êtes capable de répondre oui, je peux ou non, je ne peux pas dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous savez à peu près combien vous avez dans votre portefeuille ou combien vous avez dans votre compte de banque. C'est ça l'idée du budget carbone. Malgré le nom, ce n'est pas de l'argent. C'est le volume de carbone qu'on peut encore dépenser ou qu'on peut encore se permettre de placer dans l'atmosphère avant d'atteindre ce seuil critique d'un réchauffement de 1,5 degré. Donc, si vous avez besoin de connaître votre budget pour dépenser, c'est la même chose pour le gouvernement. Pour avoir des plans et des objectifs qui ont du sens, pour pouvoir se réajuster année après année dans les mesures à prendre, les gouvernements ont besoin de connaître le budget carbone qui est encore disponible. La Grande-Bretagne a été la première à le faire en 2008, de se donner un budget carbone sur 50, le segmenter en 5 budgets carbone, de se réaligner chaque année. Donc, si on poursuit sur la métaphore des briques, les émissions cumulatives, on a dit que c'était notre tas de briques de carbone qu'on met dans l'atmosphère et qui grossit à chaque année. Le budget carbone, en fait, ça serait une chaudière ça serait l'espace qui reste dans la chaudière où on met les briques. Donc, on rajoute des briques, puis l'espace qui reste avant que ça déborde, c'est le budget carbone. Donc, au niveau d'émissions actuelles, le budget carbone mondial pour 1,5 degré va être entièrement épuisé d'ici 2030. Autrement dit, notre chaudière à déborde en 2031. Ce qui m'amène à jaser d'inégalité et de la richesse et la pollution. Donc, qui est responsable de cette dépense du budget carbone? Pour qui et pourquoi on pollue? Hop. Donc, comme je vous ai dit, au niveau actuel, notre budget est entièrement épuisé d'ici 2030. Là où ça devient intéressant, et ce que le dernier rapport d'Oxfam a révélé, c'est que même si on prenait que les 10 % les plus riches,
Donc, on imagine que les 90 autres % de la population, dès demain, sont zéro émission, sont carboneutres, ne font plus aucun gaz à effet de serre. Les 10 % les plus riches, à eux seuls, auraient épuisé tout le budget carbone d'ici 2033, donc pas beaucoup plus tard. Puis si on prenait seulement le 1 % les plus riches, ils le feraient tout seuls d'ici 2050. C'est vraiment l'intérêt du rapport Oxfam dont je vais vous exposer les principales conclusions. C'est vraiment que souvent, dans les publications, dans les médias, on a beaucoup de rapportages par rapport à quel pays produit combien chaque année. Nous, on est allé un pas plus loin. On s'est dit, pas seulement quel pays produit, mais on a pris ces émissions-là et on les a comme réparties aux individus des pays en se disant, au sein des pays, quel type d'individu au niveau socio-économique est responsable de ces émissions de carbone-là? Je prends un exemple concret. S'il y a une voiture qui est produite en Chine par quelqu'un de la classe moyenne et qui est, ou classe moyenne inférieure peut-être, qui est achetée aux États-Unis, mettons une voiture de luxe, donc par un individu fortuné, dans notre étude, on aurait attribué les émissions de carbone générées par la production de cette voiture, non pas à la Chine où la voiture a été produite, mais à l'individu fortuné aux États-Unis pour qui cette voiture a été produite. Donc, on parle d'émissions de consommation. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet de révéler, ces émissions de consommation-là? En fait, les chiffres sont assez frappants. Les chiffres nous révèlent que les 10 % les plus riches de la planète sont à l'origine de plus de la moitié des émissions de carbone cumulées. Donc, si vous voyez sur le magnifique graphique devant vous, vous avez le 1 % qui est le noir, le 10 % les plus riches qui est le gris, et la petite ligne en bas, en vert foncé, elle représente pourtant la moitié la plus pauvre de la planète. Donc, si vous voyez bien, le 1 % les plus riches, la portion noire, à eux seuls, sont à l'origine d'autant d'émissions de carbone que en fait, de 2 fois plus d'émissions de carbone que la moitié de la plus pauvre de la planète. Donc, la conclusion, c'est vraiment que c'est en ce moment la surconsommation d'une minorité fortunée qui est à l'origine d'une part disproportionnée des gaz à effet de serre, donc qui alimente la crise climatique de façon disproportionnée. Ils ont une très grande responsabilité dans la crise climatique. Si on poursuit ici avec ce qu'on appelle amoureusement parmi les collègues le graphique du dinosaure. Vous pouvez voir en arrière peut-être se dessiner la forme d'un dinosaure. Donc, si on ne prend pas juste un portrait fixe là, sur une année, mais vous voyez ici la croissance entre 1990 et 2015, donc jusqu'où on avait les données, des émissions encore de carbone dans l'atmosphère. Ce qu'on voit, c'est à gauche, donc en bas à gauche, les émissions totales des plus pauvres ont à peine augmenté. Donc, si on comparer la ligne verte pâle avec la ligne verte foncée, c'est-à-dire comparer à chaque fois 1990 et 2015, chez les plus pauvres, ça augmente à peine sur une période de 25 ans. Si vous allez à droite dans la tête du dinosaure, les 10 % les plus riches sont responsables de 46 % de la croissance des émissions. Les 5 % les plus riches, responsables à eux seuls de plus d'un tiers de la croissance des émissions. Donc, qui alimente la crise carbone, qui accélère la surconsommation? C'est évident avec notre graphique du dinosaure que c'est la tête du dinosaure, c'est les plus riches. Donc, on a ici un privilège carbone, ce que je vais appeler le privilège carbone qui commence à se dessiner. Non seulement on a une minorité fortunée qui pollue beaucoup plus, ça va vraiment plus loin que ça. Ce qu'il faut vraiment déduire de ça, c'est que le budget carbone, il est gaspillé au service de qui, de quoi? De l'expansion de la consommation des gens qui sont déjà plus aisés. Donc, pas pour subvenir, par exemple, à des besoins de base comme loger ou se nourrir. Et je vais y revenir, mais il faut garder en tête qu'il y a deux grands groupes qui souffrent de ça ou qui subissent les conséquences des impacts climatiques sans toutefois être à l'origine de la pollution. Donc, les populations plus vulnérables et marginalisées et les générations futures qui vont hériter d'un budget carbone déjà épuisé.
le graphique du dinosaure s'étendait de 1990 à 2015 et ça, c'est une période vraiment intéressante qu'on a appelée l'ère des inégalités de carbone. Pourquoi? Parce que c'est une période au cours de laquelle les émissions de carbone ont doublé, donc les émissions cumulées. Donc, la quantité totale de carbone dans l'atmosphère a doublé. Ça signifie que la même quantité de carbone a été ajoutée à l'atmosphère de 1850 à 1989, donc en 139 ans, que de 1990 à 2015, qu'en 25 ans. Il a fallu 140 ans, donc 139 ans, 140 ans pour consommer un budget carbone. Et ça a pris 25 ans pour consommer ce même budget carbone-là, dont plus de la moitié relevait de la consommation des 10 les plus riches. C'est fascinant. C'est vraiment, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps pour même être capable de gérer ces données-là quand je les ai vues. Aussi, 1990, c'est intéressant, pas juste à cause de la chanson de Jean Leloup, mais c'est le premier rapport du GIEC, donc le groupe de scientifiques dont on parlait tantôt, a été publié en 1990. Donc, on peut le voir comme à partir de 1990, le monde connaissait les dangers. Le monde savait qu'il fallait drastiquement réduire la consommation carbone pour éviter un seuil de 1,5 degrés Celsius, au-delà duquel les conséquences seront probablement irréversibles sur le climat. Et pourtant, on a quand même doublé nos émissions de carbone. C'est aussi, dans cette même période, un moment où le PIB, donc le produit intérieur brut, qui est comme une mesure de la taille de l'économie, a doublé. Donc, et malgré ça, les inégalités ont augmenté dans la plupart des pays. Et donc, malgré cette expansion phénoménale de l'économie, près de la moitié de la planète gagne encore en dessous de 5,50 $ américains par jour. Donc, on voit que de dilapider 2 fois plus de carbone ou d'avoir une expansion du PIB qui double, ce n'est pas un moyen très efficace de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Donc, ce qui me ramène à mon constat de tantôt, le budget carbone, on n'est pas en train de l'épuiser, on n'est pas en train de dépenser cette pollution, si vous voulez, pour élever les niveaux de vie, pour sortir les gens de la pauvreté, pour subvenir à nos besoins de base ou pour niveler les inégalités, mais vraiment pour satisfaire des besoins de consommation d'une très petite minorité. Donc, pour améliorer la situation, qui doit changer ses habitudes et de combien? Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, vous vous doutez que la réponse, c'est les plus fortunés. Mais regardons au niveau de l'empreinte par habitant ce que ça représente. Donc, vous voyez la ligne noire dans le bas du graphique, c'est l'objectif des émissions par habitant pour l'objectif qu'on doit chacun se fixer, si on veut, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, c'est notre but. Ça, c'est le but à atteindre. Maintenant, si on regarde où est-ce qu'on se situe par rapport à ce but-là, le petit picot en haut à gauche de votre écran, c'est l'empreinte carbone de la consommation par habitant du 1 % les plus riches. Elle est actuellement 35 fois plus élevée que l'objectif fixé pour 2030 et 100 fois plus élevée que les émissions par habitant des 50 % les plus pauvres. Si on regarde le deuxième picot, donc dans la deuxième colonne, celui des 10 % les plus riches, c'est beaucoup mieux, mais c'est quand même une empreinte qui est 10 fois supérieure à l'objectif pour 2030. Puis quand même 30 fois plus élevée que celle des plus pauvres. Si on regarde le 40 % du milieu, ce qu'on va appeler pour aujourd'hui les classes moyennes, on voit que le picot n'est pas très loin de la ligne. Et si on regarde les 50 % les plus pauvres, en fait, on voit qu'ils sont en dessous de la ligne. Donc, leur empreinte par habitant est déjà inférieure au seuil recommandé pour atteindre notre objectif pour 2030. Fait que si je récapitule, les 40 % du milieu ne sont pas loin du but, les 50 % les plus pauvres ont déjà atteint le but. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'attarder et prendre des mesures qui vont cibler les 10 % les plus riches qui, eux, ont du chemin à faire pour atteindre l'objectif? Autrement dit, malgré tout le cynisme ambiant et malgré l'importance capitale de ce que je viens de dire, qui peut sembler très, très lourd comme constat ou très pessimiste, moi, je choisis de le voir comme une bonne nouvelle. En fait, je choisis de le voir comme une solution, je dirais pas simple parce que rien n'est simple, mais une solution claire, réaliste,
pertinentes pour nos décideuses et nos décideurs. Il faut absolument leur faire comprendre que si on veut avoir un impact considérable, si on va avoir un gain réel et majeur, en fait, de réduction d'émissions de carbone, il faut des mesures qui ciblent une minorité. Et ça veut dire qu'en épargnant la majorité des gens, sans coupure dans les services essentiels, par exemple, on peut vraiment, en ciblant une minorité, on peut vraiment avoir des gains considérables dans la lutte au changement climatique. Vous vous dites peut-être comment ça s'explique? Comment une personne peut se retrouver à avoir une empreinte carbone 100 fois plus grande qu'une autre? Parce qu'on s'entend que peu importe ton niveau de richesse, tu ne chauffes pas 100 fois plus ta maison et tu ne manges pas 100 fois plus qu'un autre individu. Donc, comment ça s'explique? Par le mode de vie, tout simplement. C'est vraiment la surconsommation de cette minorité fortunée-là qui est à l'origine de la majorité des émissions de carbone. Si vous regardez le graphique, vous pouvez voir en un clin d'œil que le secteur du transport, notamment, est vraiment à cibler en priorité. Le transport, à lui seul, est à l'origine d'à peu près un quart des émissions mondiales de carbone. Pourquoi? Bien, par exemple, parce que les plus riches prennent plus souvent l'avion. Ils font des vols fréquents en classe affaires, hein, pour voyage d'affaires. Ils roulent dans des véhicules qui sont plus polluants, comme les fameux VUS, les véhicules utilitaires sport. Et ils roulent sur des plus longues distances. Donc, la population plus fortunée va souvent parcourir des 5, 10, 15, 20 kilomètres quotidiennement, euh, souvent pour aller travailler, mais aussi pour les loisirs. Les 10 les plus riches dans le monde consomment à peu près 45 de toute l'énergie associée au transport terrestre et 75 de l'énergie liée à l'aviation. Ce qui me ramène encore à mon appel à l'action, il faut cibler les plus fortunés. Maintenant, si on parle, le portrait ne serait pas complet, on ne pourrait pas vraiment parler de justice climatique si je m'attardais simplement à ces données-là reliées aux revenus. Parce qu'un individu est plus que son revenu ou est plus que son pays. Nous sommes des identités multiples. Puis c'est bien important ou essentiel pour moi qu'on comprenne aujourd'hui que la dégradation du climat, elle affecte tout le monde, mais elle est la plus difficile pour celles et ceux qui sont déjà marginalisés. Donc, les personnes qui ont moins d'accès aux droits, aux ressources, au pouvoir, que ce soit en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur âge, de leur classe, de leur handicap ou de toute autre identité marginalisée, finalement, ils font face à une aggravation des dangers et des inégalités déjà existantes quand arrivent les variations extrêmes du climat. Donc, on va creuser un peu ensemble les liens entre les vulnérabilités liées au changement climatique et les autres facteurs de vulnérabilité. C'est quoi, autrement dit, en quoi la lutte climatique croise le chemin des autres luttes? Donc, comme je vous disais tantôt, il y a deux grands groupes qui souffrent de cette injustice et qui sont les moins responsables, donc ceux qui polluent le moins et qui pourtant en subissent le plus les conséquences. Donc, c'est une injustice fondamentale. Les populations pauvres et marginalisées, euh, comme on l'a vu, les populations pauvres, elles contribuent peu à la pollution atmosphérique, mais elles sont les plus touchées par des impacts climatiques comme les inondations, les sécheresses, les tempêtes. En fait, au moment où on se parle, les catastrophes qui sont imputables au changement climatique ont été le principal facteur de déplacement interne, donc qui fait en sorte qu'une personne ou une famille quitte son domicile pour s'établir ailleurs sur son territoire. Au cours de la dernière décennie, c'est 20 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer à cause de catastrophes imputables au changement climatique. Donc, quand on parle de réfugiés climatiques, on n'est pas dans l'anecdotique, on n'est pas dans le 2, 3, 4, 100 personnes. On parle de 20 millions de personnes dans les 10 dernières années. Puis, en ce moment, juste pour vous montrer à quel point le risque est réel, le risque d'être un déplacé interne à cause d'un cyclone, d'une inondation ou d'un feu de forêt, donc de catastrophes, en tout cas, oui, de catastrophes qui sont imputables au changement climatique, c'est 3 fois plus élevé qu'en situation de conflit. Le risque est même 7 fois plus élevé qu'en cas de séisme ou d'éruption volcanique. Donc, c'est vrai que personne n'est à l'abri des impacts des changements climatiques, mais c'est aussi vrai que les pauvres sont de loin les plus exposés. Je prends un exemple, à l'île Kiribati, dans le Pacifique, hein, son point culminant est à 4 mètres au-dessus de la mer. Quand les marées arrivent,
La population, les gens là-bas, ils n'ont aucun moyen de se protéger. L'eau envahit l'hôpital, recouvre les routes, sont vraiment dans une situation très, très à risque. Au Québec, est-ce qu'on peut parler aussi de liens entre pauvreté et climat ou c'est juste à Kiribati? Vous me voyez venir, évidemment, il y a des liens à faire ici aussi au Québec, au Canada, comme par exemple les îlots de chaleur. Le manque d'arbres affecte démesurément les quartiers défavorisés. Par exemple, moi, je vous parle en direct de Montréal en ce moment, puis c'est un fait que les quartiers les plus aisés, comme par exemple Ville-Mont-Royal ou Outremont, ont un couvert d'arbres qui est plus important que des quartiers défavorisés comme Montréal-Nord ou par exemple Anjou. Et ça peut être un cercle hein, aussi. C'est pas seulement qu'on va planter moins d'arbres dans des quartiers défavorisés, ça peut être aussi que les loyers deviennent moins élevés parce qu'il n'y a pas d'arbres ou parce qu'il y a peu de parcs ou il y a moins d'accès à des parcs. Donc, les populations à plus faible revenu vont s'y installer parce que c'est ce que leurs revenus leur permettent. Dans un deuxième temps, les générations futures, c'est bien certain que c'est aussi une injustice intergénérationnelle. Hein. Donc, si on pense aux plus jeunes, aux enfants, ou même aux enfants à naître, qui évidemment ne sont pas responsables de la pollution atmosphérique, qui sont pourtant ceux qui vont devoir subir les conséquences d'un budget épuisé à l'horizon 2030 et qui, malheureusement, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, sont une voix trop peu écoutés dans les instances décisionnelles, dans les processus d'évaluation environnementale, dans la recherche de solutions au changement climatique. On a ici une citation à l'écran de Hilda Nakabuye, qui est une militante ougandaise, qui souligne à juste titre que les jeunes offrent une perspective inestimable et différente qui peut parfois manquer aux décideurs et qu'il ne faut pas passer à côté. On poursuit dans nos liens, donc à l'intersection du climat et du racisme. On pourrait l'aborder sous tellement d'angles, on pourrait faire une conférence de 3 heures là-dessus, mais j'y vais quand même avec quelques exemples. Je commence avec cette citation de Mira Ghani, qui est une féministe antiraciste du Pakistan, qui nous parle du mouvement de justice climatique dans sa région, qui dit: «L'essentiel du mouvement pour le climat, c'est axé sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les moyens de les contrôler. Tout le reste, ça passe à la trappe. L'impact sur les communautés homosexuelles n'est pas pris en compte, les répercussions sur les populations noires, sur les personnes en situation de handicap, tout ça, c'est pas abordé. Si je vais plus loin dans la citation, même si vous ne la voyez plus à l'écran, dans le fond, en fait, ce qui est mis en lumière dans un premier lieu, c'est le racisme au sein même des groupes environnementaux, ce qui peut souvent être un milieu très blanc et ou très favorisé. Elle dit: «En tant que personne originaire de l'hémisphère sud», donc ce sont ses mots, «en tant que femme et qui plus est en tant que femme de couleur, j'ai été confrontée à des violences au sein de ce mouvement. La violence est partout depuis le simple fait d'être ignorée, de voir mes idées récupérées, jusqu'aux menaces de viol, aux menaces de mort. Le spectre est vaste, mais pour moi, le pire a été de constater que la reproduction des systèmes d'oppression se trouve au sein même du mouvement de justice climatique.» Donc ça, c'est une première intersection entre lutte climatique et lutte antiraciste. Mais il y en a bien d'autres, comme par exemple le racisme environnemental. Hein. Donc, en plus du racisme au sein du mouvement justice climatique, c'est quoi ça, le racisme environnemental? En fait, c'est toutes les pratiques environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu'elles soient intentionnelles ou non, sur des personnes, des communautés en raison de leur origine ethnique ou de leur couleur. Il y a beaucoup d'injustices environnementales qui sont ancrées dans la discrimination raciale en matière de logement, d'aménagement du territoire, de zonage. Des fois, c'est des discriminations historiques ou des directives anciennes qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Hein. On pense aux États-Unis, les lois de ségrégation qui sont plus en vigueur, sont éradiquées. Et pourtant, aujourd'hui encore, vous allez trouver des raffineries, des usines chimiques de manière disproportionnée dans les communautés de couleur. Hein. Pourquoi? Parce que malheureusement, parfois au cours de l'histoire, il y a certaines communautés qui ont pu être considérées formellement ou informellement comme étant compatibles avec la pollution, comme pouvant se passer de conduite d'eau, pouvant se passer d'égouts, pouvant vivre à proximité des industries. Puis que même si après les lois ou les règlements changent, l'environnement, les communautés de couleur subissent encore les conséquences de cet environnement-là. Peut-être qu'au moment où je vous dis ça, vous vient en tête un exemple assez célèbre et très médiatisé, qui serait la ville de Flint, au Michigan,
qui en 2016 là, a fait toutes les manchettes à travers le monde pour le taux très anormalement élevé de plomb qu'il y avait dans son eau, la contamination et les maladies, les problèmes sanitaires qui en résultaient chez la population. Mais plus de la moitié de la population de Flint est afro-américaine. Et donc, c'est pas un hasard. Puis, c'est pas juste hein, la proximité de la pollution, c'est pas juste de penser être collé sur les industries, c'est aussi l'absence d'éléments verts. Donc, les communautés de couleurs, proportionnellement, n'ont pas une part équitable des choses qui rendent les collectivités plus saines. Je pense aux parcs, je pense aux marchés fermiers, aux sentiers naturels, euh, aux espaces verts en général. En fait, donc c'est aussi l'absence d'éléments verts. Au niveau mondial, hein, à l'échelle mondiale, le parallèle peut être facile à faire avec la gestion des déchets. Tout le monde génère des déchets. Les sociétés de surconsommation en génèrent plus que les autres. Et pourtant, probablement, parmi celles et ceux qui m'écoutent, rares sont ceux qui vivent sur ou à côté d'un dépotoir. Hein. Puis on sait qu'au niveau international, nos déchets sont envoyés de manière disproportionnée dans des communautés défavorisées, souvent de couleur. Au Canada, vous avez déjà un indice dans l'image de la diapo. Donc, si vous pensez que le Canada est exempt de racisme environnemental, évidemment, la réponse est non. Et la preuve, c'est que la définition que vous voyez à l'écran, donc je l'ai tirée du rapport sur le racisme environnemental préparé pour la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui est sortie cet été. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais on peut penser par exemple en Ontario, la Première Nation Amijuang, qui est située près de la vallée chimique de Sarnia. Ça fait longtemps qu'elle s'inquiète de la pollution atmosphérique puis des répercussions sur sa communauté à cause des installations industrielles de la région. On peut penser en Nouvelle-Écosse aussi. Dans les années 50-60, il y a eu un renouvellement urbain de la ville d'Halifax qui a complètement détruit en fait la communauté afro-néo-écossaise d'Afriqueville. Puis plusieurs installations qui posent un danger pour l'environnement ont élu domicile dans cette zone-là. Une usine d'engrais, un abattoir, une goudronnerie. Donc, on aurait beaucoup d'exemples au Canada aussi. Je poursuis avec l'intersection entre la lutte climatique et celle de la lutte féministe. Je vais me limiter à 3 exemples pour l'expliquer. Le premier, ça serait celui des tâches ménagères. Donc, les tâches ménagères sont dans le monde démesurément prises en charge par les femmes et les filles. Donc, on pense à aller chercher de l'eau, aller chercher le bois de chauffage, faire la cuisine, prendre soin des enfants, prendre soin des aînés. Quand le climat ou des catastrophes, par exemple, reliées au climat, dégradent les conditions de vie, c'est les femmes et les filles qui démesurément subissent la surcharge de tâches ménagères. Aller puiser l'eau plus loin, prendre soin d'enfants ou de parents malades, par exemple. Un autre exemple de l'intersection de ces luttes-là, c'est celui de la santé, la sécurité de la santé sexuelle. Donc, en cas de confinement, avant une catastrophe, donc en prévention ou après une catastrophe, ou à fortiori en temps de COVID-19, quand on parle de confinement, les femmes peuvent trop souvent se retrouver enfermées avec leur agresseur. Et aussi, l'accès aux contraceptifs peut en plus être diminué, soit par la dégradation des routes tout simplement, ou par des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Un dernier exemple, c'est celui des savoirs traditionnels. Dans les pays en développement, il y a plusieurs études de l'ONU qui montrent que les femmes ont tendance à être les gardiennes des connaissances traditionnelles associées aux semences et à la biodiversité. Hein. Les rôles des hommes et des femmes peuvent être différents, puis il peut y avoir une tendance chez les femmes à prioriser des formes d'agriculture qui vont mener à une alimentation variée pour leurs enfants. Puis, une tendance aussi à favoriser les médicaments médicinaux ou les plantes médicinales, donc gratuites pour traiter leur famille, versus les hommes qui peuvent avoir statistiquement une tendance à se concentrer vers les cultures commerciales, parfois des monocultures ou des cultures non alimentaires. Il y a des avantages aux deux, évidemment, mais l'utilisation de médicaments à base de plantes, puis une alimentation variée pour les enfants, donc ce qui est plus favorisé par les femmes, ça réduit les coûts de l'importation des médicaments, ça réduit les coûts de santé chez les ménages, puis aussi ça favorise la biodiversité et donc
c'est bon dans la lutte au changement climatique. L'inclusion des femmes dans la prise de décision sur les ressources locales peut souvent mener à une meilleure gouvernance ou à une meilleure conservation des ressources. Un petit mot pour quand on a des identités, on a tous des identités multiples, mais donc si on vit déjà des défis parce qu'on subit les variations extrêmes du climat, donc il faut comprendre que les défis s'accumulent lorsqu'on est une femme de couleur. Et si, par exemple, on fait en plus partie de la communauté LGBTQ, donc lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer ou intersexe, les défis s'additionnent. Un exemple, donc Betty Berka, qui est une féministe de la région du Pacifique, nous explique que quand le cyclone Harold a frappé les îles du Pacifique en mars dernier, il y a beaucoup de personnes issues des communautés LGBTQ qui se sont carrément vues refuser l'accès au centre d'évacuation. Donc, on se met vraiment dans la situation d'une personne où non seulement elle subit de la discrimination probablement sur une base quotidienne, non seulement elle subit les impacts d'un cyclone, elle perd son logis, elle n'a en plus pas accès au centre d'évacuation, donc une discrimination additionnelle. Puis, je souligne qu'en mars 2020, on était aussi dans les débuts de la pandémie. Donc, quand on parle de l'intersection de multiples luttes, c'est un bon exemple. Un petit mot, au final, sur l'intersection des luttes autochtones et des luttes climatiques. J'ai donné déjà un exemple par rapport aux Premières Nations dans la région de Sarnia, en Ontario. Mais ici, j'ai une citation de Hindou Maru Ibrahim, qui est une activiste du Tchad, aussi de la communauté autochtone Broro, puis qui nous explique le lien entre changement de climat et changement de culture. Elle dit quand l'environnement est dégradé, c'est notre identité, notre culture, notre vie qui sont aussi gravement menacées. Elle nous explique qu'en une seule génération, ses oncles, qui avant étaient nomades, possédaient du bétail, étaient en déplacement, maintenant sont sédentarisés, cultivent la terre ou sont semi-nomades. Donc, le changement de culture, dans ces mots, elle dit ça part de la terre, ça part de la famille pour s'étendre à l'ensemble de la communauté. Le changement climatique ne se limite pas à arrêter le changement climatique. Elle dit il s'agit aussi du combat de mon peuple pour la justice sociale. L'année passée, il y a eu le rapporteur spécial des Nations unies sur les substances toxiques qui a conclu au Canada que les peuples autochtones sont touchés de façon disproportionnée par les déchets toxiques. Ce qui me laisse plusieurs minutes pour parler des solutions, parce qu'après tout ça, c'est vraiment ce de quoi on veut entendre parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire? Donc, on a vu qu'on vit à l'ère des inégalités extrêmes des émissions de carbone. Une minorité fortunée est à l'origine d'une très grosse part, d'une part disproportionnée des émissions de carbone, et ce sont à l'autre bout du spectre les plus pauvres, les plus vulnérables qui en subissent les conséquences. Donc, la conclusion, c'est que notre relance de l'économie va devoir tenir compte de cette double crise, celle des inégalités et du climat. Il faut donc adopter des mesures, il faut dire à nos gouvernements d'adopter des mesures qui ciblent la surconsommation des plus fortunés et qui réduisent les inégalités. Donc, il faut agir pour réduire les émissions des riches et augmenter le soutien aux plus pauvres. Donc, par exemple, en plus, entre parenthèses, des mesures essentielles pour faire évoluer l'approvisionnement vers des sources plus renouvelables, plus durables, il faut aussi taxer davantage les riches pour diminuer les inégalités, imposer un coût supplémentaire pour les émissions provenant des produits de luxe. Donc, on pense taxer davantage les VUS, les jets privés, les super yachts, les vols fréquents, les vols en classe affaires. Donc, toutes des mesures qui vont réduire la demande en énergie des riches. Et cet argent-là, donc, qu'on va chercher en taxant les riches avec des coûts supplémentaires sur les produits de luxe et les produits polluants, on la réinvestit dans des mesures qui réduisent les inégalités, qui répartissent les ressources, dans des secteurs sobres en carbone. De quoi je parle? Je parle des secteurs, par exemple, des services publics, de la santé mentale, de l'aide sociale, des transports publics, de l'efficacité énergétique des logements, qui sont toutes des mesures qui bénéficient au plus grand nombre et qui bénéficient surtout aux femmes, aux groupes marginalisés, aux groupes à faible revenu. Donc, je vous invite à aller
sur notre site web pour signer notre pétition qui demande justement une relance plus verte, plus juste, plus inclusive, financée par la taxation de la richesse. Je veux souligner vraiment qu'une pétition, c'est pas juste un bout de papier avec des noms puis des courriels, c'est un processus démocratique, c'est une manière de s'exprimer entre les élections, c'est une manière de dire aux décideuses, aux décideurs qu'il y a vraiment un bloc d'électeurs qui trouvent ça important. Que c'est pas juste Catherine chez Oxfam qui pense que la justice climatique puis ces inégalités-là sont aberrantes puis que ça serait une bonne idée de s'intéresser à la surconsommation des riches, mais qu'on est plusieurs à le penser et que ça doit devenir une priorité. D'autres solutions en plus de cette pétition. Oxfam Québec, on fait partie, c'est une solution vraiment purement citoyenne que j'adore, qui est le collectif de la société civile québécoise vers la COP 26. Donc, la COP 26, les COP, c'est les rencontres annuelles des pays pour les négociations climatiques internationales. Et évidemment, c'est des acteurs du gouvernement qui sont là principalement, mais il y a toute une mobilisation aussi citoyenne autour des COP. Et le collectif dont je vous parle, c'est quoi? C'est vraiment des gens qui ne travaillent pas nécessairement en environnement, qui peuvent être monsieur, madame, tout le monde. On peut venir de tout horizon. Et à titre individuel, si on veut s'intéresser à ce processus-là, essayer d'influencer en tant que citoyenne ou citoyen les processus des négociations internationales, de faire entendre la voix de la société civile ou même d'aller carrément en Écosse à la prochaine COP, donc la COP 26 en novembre 2021, en tant que citoyen. C'est à travers la COP 26 que ça se passe. Donc, sur notre même page web, vous trouverez les informations. On a la Marche Monde, donc chaque année, qui est organisée par Oxfam, qui aura pour thématique cette année la justice climatique. On prévoyait déjà un événement hors de l'ordinaire car ce sera notre 50e Marche Monde. Hein. On est plus de 6000 dans les rues à peu près à chaque année. Mais je vous promets qu'en temps de COVID-19, ça sera vraiment un événement hors de l'ordinaire cette année. Enfin, quelques autres pistes de solutions en plus de la pétition et de ce que je vous ai nommé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire un don pour soutenir les projets de justice climatique dans les pays en développement parce que c'est important de militer sur deux fronts. Oui, on veut changer le système, on veut s'attaquer aux causes des injustices climatiques, on veut s'attaquer aux personnes, pas aux personnes, mais aux phénomènes qui sont aux sources de la surconsommation et de la surpollution. Mais il faut aussi être solidaire de ceux qui dès aujourd'hui, en ce moment, vivent les conséquences des variations extrêmes du climat et ont moins de ressources que le Canada pour y faire face. Je vous invite, deux dernières choses, je vous invite à être conscient de votre privilège si vous sentez que vous en avez un. Donc, si vous êtes dans des groupes qui s'intéressent au climat ou autres et que vous réalisez que vous avez tous la même origine ethnique, tous le même âge, tous le même sexe, tous le même background, que vous êtes un peu trop pareil finalement, je vous invite vraiment proactivement à aller diversifier vos groupes. Parce que c'est vraiment à travers la diversité des actrices, des acteurs de changement qu'on va avoir une diversité de solutions, puis on a besoin de cette diversité de solutions-là pour atteindre nos objectifs. Donc, d'adopter une posture d'allié. Puis si vous sentez que grâce à votre revenu ou à votre emploi ou à votre réseau, vous avez une position de privilège, de l'utiliser pour insuffler le changement finalement. Puis en terminant, un mot sur les solutions individuelles, parce que j'entends beaucoup de cynisme quand je fais des présentations sur la rue, dans mon réseau. Les solutions individuelles, comme celles dont vous entendez parler dans la foire écosphère, l'agriculture urbaine, le zéro déchet, le recyclage, etc., elles ne sont pas vaines. Elles ont chacune un impact carbone qui est tout petit, certes, qui est important, mais qui est là. Mais surtout, il faut garder en tête que chacune de vos actions individuelles contribue au changement de normes sociales et contribue à changer les mentalités. Puis j'espère que mon exposé vous aura permis de comprendre que c'est vraiment certaines normes sociales adoptées à un mode de vie de surconsommation qui sont à l'origine d'une très grande part des émissions de carbone dans l'atmosphère et que si on arrive tous ensemble à changer cette norme sociale de surconsommation, on peut vraiment faire des gains considérables en justice climatique. Donc Merci. voilà, j'ai Merci répondu aux beaucoup. questions.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Madame Caron, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, OK. Est-ce que vous me voyez? je vous vois aussi. OK, parfait. C'était vraiment très intéressant. Alors, je vais inviter les gens à nous écrire leurs questions dans la section Converser, qui est quand vous mettez votre souris vers le bas de l'écran, il apparaît une ligne noire et puis il y a l'option Converser. Donc, vous pouvez rédiger vos questions là. Ou lever la main si vous allez dans la section Converser, vous pouvez lever la main. Et puis, on pourrait ouvrir le micro à ce moment-là. Je vais y aller avec une première question. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut sensibiliser les riches? Par quelle approche? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas être accusateur. Il y a une façon de les approcher, puis en même temps, il y a certains d'entre eux qui sont très riches puis qui commencent à être conscientisés, qui partent des fondations avec des fonds, je ne sais plus lesquels, là, parmi les GAFA, il y en a qui sortent des fonds comme ça, mais donc, eux, ils sont vraiment très, très riches, ils commencent à être conscients. Il y en a d'autres qui ne sont pas conscients, il y en a qui ont des hélicoptères, il y en a qui ont des jets privés, comme vous dites, puis qu'ils ne se soucient pas vraiment, ils sont plus préoccupés par leurs affaires. Donc, comment est-ce qu'on les approche, ces gens-là? Mais comme vous avez souligné, l'idée, c'est pas de démoniser les gens ou de viser les riches, hein. Donc, on n'est pas contre les riches, on est contre en fait, on aimerait que les riches aient plus de choix ou fassent des choix différents. Donc, je pense qu'une première étape, c'est de fournir l'information aux gens. Donc, l'idée, c'est pas de dire si vous avez acheté un VUS, vous êtes une mauvaise personne. Ce n'est pas le narratif qu'on essaie d'avoir. En fait, c'est que peut-être si les gens sont au courant des impacts, sont plus au courant des impacts, des réels impacts des VUS, des yachts, des jets privés, ils vont probablement à l'avenir faire des choix différents. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est pour ça que notre pétition, par exemple, vise vraiment les gouvernements. On a besoin de changements systémiques. Donc, on ne peut pas se contenter, je pense, de mesures individuelles volontaires. Il faut vraiment limiter la consommation ou la demande en énergie des riches. Donc, on peut imposer des minimums de véhicules, par exemple, zéro émission ou des seuils de véhicules de luxe qui sont très polluants. Donc, juste de ne pas permettre que cette pollution-là soit possible, finalement. Mais c'est sûr que là, il faut faire bien attention. Si on fait juste, par exemple, taxer les voitures, là, on se retrouve à probablement taxer la classe moyenne et donc on passe à côté de notre cible. Donc, c'est important que ces mesures-là soient au niveau de la société au complet, qu'on ne fasse pas juste espérer que les riches aient une épiphanie demain matin et vendent leur hélicoptère. Oui, nous, on est là, Oxfam, pour transmettre l'information, pour espérer que cette information-là change les choix des individus, mais surtout qu'elle puisse orienter la prise de décision de nos choix de société. Si je garde mon exemple du VUS, si par exemple j'ai un VUS pour aller travailler, c'est peut-être parce que je n'ai pas accès au transport en commun. Ce n'est pas nécessairement que j'ai fait le choix dans la vie de polluer. Il n'y a pas grand monde qui se lève un matin en faisant le choix dans la vie de polluer. Puis il y a déjà, on peut travailler avec des alliés aussi. Je pense aux Patriotic Millionaires, avec qui on a publié deux lettres dans la dernière année. Donc, ce sont des regroupements de millionnaires qui demandent à être imposés plus, qui disent pour le bien commun, pour la société, ils disent, moi, ça ne va rien changer à mon niveau de vie. Taxez-moi, taxez-moi, taxez-moi. Donc, ça c'est des partenaires importants. Ça veut-tu dire qu'ils ne vont pas changer leurs habitudes polluantes? Ah, ben ça, c'était pas le sujet de la lettre, vraiment, c'était plus sur la taxation, mais d'après moi, il faut toujours avoir une lutte sur plusieurs fronts. Idéalement, il faut viser donc ces mesures de nos gouvernements qui vont réduire la consommation des riches et comme cette taxation de la richesse doit permettre de financer des solutions de biens publics, donc de financer le transport en commun,
de faire une transition vers des secteurs plus sobres en carbone, comme la santé, l'aide sociale, la santé mentale. Mais au niveau individuel aussi, c'est un n'exclut jamais l'autre, finalement. Puis aussi Resource Movement au Canada, qui est une organisation intéressante à suivre là, sur cet activisme par rapport à des riches qui veulent être plus taxés, plus imposés. Donc, il y en a des alliés qui essayent de prendre le micro et qui essayent de dire que non seulement c'est possible, c'est même souhaitable, c'est réaliste et c'est urgent de le faire. OK. Là, il n'y a pas d'autres questions. Non, il faut couper. Hey, j'ai une dernière question. Ah, il faut couper? Ben oui, il est moins 10, ma belle Brigitte, tu le sais. Tu n'as pas checké ton temps. Ben, moi, je pensais que j'avais oublié qu'on arrêtait moins 10. D'accord. Ouais. Désolé pour ça. Écoute, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller signer la pétition sur le site web si vous pensez que c'est un enjeu fondamental comme moi. Cool. Ben, c'est une très bonne idée. Puis, on pourrait le mettre sur les médias sociaux. Si ça a fonctionné, le Facebook Live, on va aller l'ajouter aussi. Ouais, cool. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À tout le monde. Bonne journée.